Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc, nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors, si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau « De rien ». Salut tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Et ben moi je vais super bien. Alors vous écoutez peut-être cet épisode fraîchement le matin dans votre voiture ou en faisant votre jogging. Sachez que moi c'est un enregistrement en nocturne, donc ça change de d'habitude, c'est très cool. Après avoir mangé, et je suis en très bonne compagnie, puisque ce soir je tourne un épisode avec mon meilleur ami, Ben. Ben, on s'est rencontrés, ça fait combien, à peu près une vingtaine d'années qu'on se connaît. On s'est rencontrés à Saint-Jouan-Bruneval. Et donc je vais le laisser se présenter bien sûr en 2 minutes, mais pour vous introduire un petit peu le sujet, j'ai vécu un certain nombre d'années du coup du côté du Havre, mais né à Rouen et donc en ce moment sur Rouen, fidèle à ma ville de Rouen. Et donc comme beaucoup de villes limitrophes, souvent quand on se croise, eh bien c'est la guéguerre du Havrais et du Rouennais. Souvent il fait plus beau Havre qu'à Rouen parce qu'ils ont un microclimat. C'est toujours la guéguerre. Et donc, on s'est dit que ça serait un super sujet de podcast que de se faire un épisode, un match un petit peu sur l'investissement mobilier. Quelle est la meilleure ville ? Est-ce que c'est Le Havre qui est la meilleure ville pour investir ou est-ce que c'est Rouen ? Voilà un petit peu le sujet du jour. Donc, emoji plutôt immobilier investissement. Mais avant tout cela, je vais laisser peut-être Ben se présenter rapidement. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Ben, donc Benjamin, pas Benoît ni quelques diminutifs d'autres. C'est souvent, ça pourrait porter à confusion. J'espère que vous allez bien pour cette petite nocturne comme l'a dit Romain. Et en effet, aujourd'hui l'idée est de débattre un petit peu entre la supériorité de la ville du Havre par rapport à l'infériorité de la ville de Rouen. Ça y est, ça attaque tout de suite. Ça a le mérite d'être clair au moins. Vous voyez un petit peu le niveau de débat qu'on va avoir ce soir. Bah, je crois qu'il n'y a pas du tout de débat. Nous, on est l'équipe en Ligue 1. Bon, moi je suis pas footballeur, donc ça va. Donc pour ce qui nous intéresse, on va le faire finalement un petit peu en popcorn. On a travaillé, alors forcément on connaît chacun notre ville, y habitant, chacun au quotidien, on connaît un peu nos villes. Mais au moins on a un petit peu potassé sur le web et avec l'IA un peu voir ce qu'on pouvait comparer d'intéressant dans le cadre d'un investissement. Je sais pas, Benjamin, tu veux peut-être commencer. Est-ce que toi, c'est quel argument qui te paraîtrait le plus important que tu auras envie de mettre en avant, ce que tu as trouvé ? Ouais, mais en fait, déjà, Le Havre, tout le monde se trompe. C'est Le Havre de Grasse, le vrai nom d'origine. D'accord. Donc je pense que pas beaucoup de monde le savent, mais en fait, pour des raisons de raccourci, plus facile à dire, avec le temps et à l'usage, en fait, toutes les personnes maintenant appellent la ville Le Havre. Même les panneaux de ville, c'est Le Havre. Mais historiquement, la ville, c'est Le Havre de Grasse. Et donc j'ai tout un tas d'historiques si ça vous intéresse sur Le Havre, parce que Le Havre, c'est quand même une ville assez moderne dans l'esprit de tout le monde. Mais mine de rien, elle existe quand même depuis 1517. D'accord. Oui, c'est vrai que nous, moi en tout cas, quand je pense au Havre, il y a eu beaucoup de bombardements pendant guerre, et donc ville plutôt reconstruction après-guerre, assez, on va dire, béton, hein, Auguste Perret, ouais, des choses assez massives, le pot de yaourt et tout. Moi, ça me donne pas trop envie. Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, son architecture, elle est atypique et les raisons avant la guerre, en fait, c'est une ville comme Rouen ou comme Honfleur, ou voilà, une ville très avec des colombages, des belles maisons. Et on en a encore un peu dans certains quartiers de la ville avec des belles maisons anciennes. Mais il faut quand même admettre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, nos chers amis les Alliés ont simplement rasé la ville à coups de bombe.
Historiquement, il y a énormément de documentaires, hein. Je vous recommande d'aller regarder. Il y a beaucoup de documentaires qui parlent de ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont rasé la ville? C'était pas pour combattre les Allemands, hein, parce qu'ils n'ont pas débarqué. Ils ont pas débarqué sur le Havre. Ils ont débarqué plutôt en Basse-Normandie. Et en fait, c'était simplement parce que à l'époque déjà, ils voyaient le Havre comme un potentiel ennemi commercial. Et donc, pour pouvoir retarder l'évolution de la France après la reconstruction après-guerre, ils ont décidé de raser la ville qui avait un port autonome très concurrentiel au niveau du marché du commerce. Ok. Et donc, du coup, tu es parti sur ce fameux diminutif Le Havre. Mais qu'est-ce que ça en fait finalement d'un argument sur l'investissement? Ah bah pas du tout, mais pour pouvoir investir, c'est bien de connaître l'histoire de la ville, du C'était la petite quartier, parenthèse et tout. d'introduction. Exactement. D'accord. Ça roule. Quand on veut investir, il faut savoir dans quoi on investit. C'est pas faux. En fait, dans les points d'investissement, on a regardé un petit peu qui sont importants quand vous choisissez une ville. Plusieurs choses. Voilà, un peu comme le dynamisme démographique, par exemple, en termes de population. Est-ce qu'il y a une population notamment dense, active, etc. Donc, forcément, avec la présence d'étudiants et de jeunes actifs. L'économie et l'emploi, qu'est-ce que ça donne? Et donc, vous en découlez forcément, qui dit une forte démographie, une démographie dynamique, va découler tout ce qui en suit, c'est-à-dire une bonne économie, un bassin fort en emploi, des réseaux de transport et accessibilité qui sont très développés, une belle politique urbaine et d'aménagement, et du coup, par répercussion, un prix au mètre carré, une rentabilité, etc. Donc dans tous ces points, moi j'avais noté, et on peut débattre là-dessus. Sur le prix au mètre carré, toi, d'ailleurs, t'as fait l'acquisition il y a quelques années d'un tout petit appartement, si je dis pas de bêtises. Tu vas nous redonner un petit peu les données. Et du coup, t'avais un prix au mètre carré hyper intéressant, avec une renta très très forte. On peut peut-être échanger sur nos différents invests pour faire la compa, si ça te tente. Ouais, on peut carrément. Alors, vas-y, Alors, dis-nous du nos coup, approches. en effet, moi j'avais acheté à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, un appartement justement dans le centre historique reconstruit Perret, qui sont des logements qui sont aujourd'hui très prisés parce que c'est à la mode, j'ai envie de dire, et c'est des logements qui sont très fonctionnels et très pratiques. Et j'avais acheté environ un 85 mètres carrés traversant avec balcon, 3 chambres. C'était à l'époque, hors frais de notaire, hein, purement le prix du bien, c'était environ 2 000 € le mètre carré. Donc là, c'est pour le deuxième, le grand, mais pour le petit, le Perret, t'étais à combien? Ouais. Le petit, c'est un bâtiment qui a été reconstruit après-guerre, et là, en termes de prix au mètre carré, alors j'ai fait une vraie affaire, hein. C'est plutôt une chambre étudiante, et là, j'étais aux alentours de 1900 €, 2 000 € le mètre carré pour en ce qu'on appelle en Carrez du 12 mètres carrés, mais vu que c'est mansardé, c'est équivalent de chambre de bonne, ça faisait du quasiment 20 mètres carrés en fait en surface. Là, c'était une très bonne affaire parce que généralement, je pense que c'est ce qu'on trouve plutôt dans l'immobilier, et moi, ce que je constate souvent, plus les surfaces sont plus petites, plus le prix au mètre carré est élevé sur le bien. Et donc là, en l'occurrence, dans les données que tu nous donnes, le prix au mètre carré sur le tout petit était hyper intéressant, alors que tu n'as pas fait beaucoup de travaux, juste de l'embellissement, et qu'il était... Ah ouais, non, sur le coup, on a eu vraiment de la chance parce que cette petite chambre étudiante là, elle était sans travaux. Donc c'était une SCI en fait, des personnes, des frères qui avaient une SCI, d'ailleurs qui nous racontaient des anecdotes un petit peu étonnantes à l'époque, au moment où le Concorde existait encore. Et en fait, ils avaient monté à la base, ils étaient plutôt marchands d'art et d'antiquité, type un peu antiquité, objet un peu vintage, mais très ancien. Et après, ils se sont reconvertis avec une SCI pour pouvoir faire de l'IMO. Et là, ils partent en retraite, donc tranquillement, ils liquidaient les appartements. Et même par rapport au prix où nous, on l'a acheté, eux avaient déjà fait une énorme plus-value, en fait, par rapport à... Ouais, dingue. Et moi, je sais que ça m'a marqué parce que pour une aussi petite surface, tu te rappelles à peu près de la rentabilité brute, grosso modo, que tu dégageais ou pas? La rentabilité brute, alors... Ces mémoires, t'étais à Ouais. plus de 10, t'étais entre 11 et 12%, si je dis pas de bêtises, ce qui est juste hallucinant. Alors, juste le temps que tu recherches, moi, je trouve ça, pour le coup, tu vois, je suis sympa, je vais peut-être te donner un point. J'ai quand même l'impression que sur le Havre, il y a beaucoup plus de facilité à faire de la grosse rentabilité pour Je nous. suis quasiment à 35% de rente dessus. Ouais. Impôt sur le revenu déduit.
Et en rentable brut en route, c'est pas 35, tu devais être entre 11 et 12 si j'ai pas de bêtises. Oh non, j'étais supérieur. C'était super. Entre le prix de, en fait, ma façon dont je calcule ma renta, c'est, j'ai ma mensualité d'emprunt, je rajoute les assurances, je rajoute les impôts sur le revenu et tous les frais annexes que je peux avoir, charges locatives non refacturables. Net. Et en fait, je fais la renta. Mais là-dessus, je suis quasiment à du 40%. Du coup, ce que je disais, c'est que nous, à Rouen, généralement, sur des biens de petite surface, c'est-à-dire en dessous de 25 mètres carrés, on est plutôt 3002 et 4005 du mètre carré. Donc, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Alors, après, il y a des exceptions comme partout. Il va sûrement avoir des bons coups. Je dirais-t-il que oui, c'est un super prix au mètre carré. Si la vie du Havre continue à se développer, c'est quand même un bon investissement pour l'avenir. Et sur du très court terme, tu fais un super investissement en renta, sachant qu'en plus le crédit, tu l'avais fait à l'époque où c'est peut-être bas, exactement, d'intérêt. Tu arrives sur un tout petit appart à faire un petit peu de cash flow, donc c'est hyper intéressant. Ouais, bah j'ai comparé un peu alors les chiffres datent peut-être un peu, mais en gros, en moyenne sur le Havre, le prix du mètre carré, en moyenne, après c'est sûr si vous êtes sur le front de mer avec une vue et tout, c'est un peu différent, mais dans le centre-ville, ça va entre 1900 et 2500, 2600 euros le mètre carré. Et quand j'ai regardé sur Rouen, j'ai cru voir que c'était entre 2005 et plutôt 3000 la moyenne. Ouais, à mon avis, là, t'es même bas parce que c'est assez rare d'avoir des biens en 2005 ou alors ils sont décotés en DPE ou dans les quartiers moins bons, on va dire. Voilà, ça, c'est un point qui est intéressant, qui peut dire déjà, effectivement, le Havre, peut-être pour du cash flow, pour dégager de l'argent à court terme, en termes de renta, se positionne peut-être un peu mieux. Sur les petites surfaces. Sur les petites surfaces, avec peut-être les inconvénients que ça peut produire, peut-être aussi un peu plus de risques, etc. Même si toi, tu as toujours loué très correctement et sans vacances. Oui. Donc voilà, ça peut être un peu important. Celui-là, ça fait en effet, ça va faire 5 ans que je l'ai, le petit. En 5 ans, il a été libre que 2 mois, qui étaient les 2 mois d'été. Et encore là, je l'avais mis en Airbnb et j'avais recouvert en fait plus que mes mensualités de crédit. Donc non, en termes c'est de... top. En plus, si on veut télescoper, avec ton appart qui est le deuxième qui est plus grand. Donc tu m'as dit 85 mètres carrés. Ouais, c'est ça. C'est pareil, finalement tu l'as mis sur un prix de location en plus pas déconnant et tu l'as loué très rapidement finalement. Ouais, en fait j'étais surpris parce que le loyer, je sais pas si j'ai le droit d'en parler là parce que bon, c'est des loyers avec un locataire et voilà, je veux pas forcément dévoiler tout ce qu'il paye. Mais en vrai, ouais, je l'ai mis à plus de 1000 euros par mois. Au début, en fait, on s'était posé la question avec mon épouse. On n'avait pas forcément la même vision et moi, je suis parti du postulat que tout se louait, surtout que l'appartement, il avait été refait à neuf depuis moins de 10 ans. Toutes les laies qui étaient toutes neuves, tout était replaqué. J'avais juste pas refait l'isolant parce qu'en fait, il y avait que 2 murs qui étaient côté extérieur et c'était des petits murs avec des fenêtres parce qu'en fait, il y avait 6 fenêtres en fait, 3 de chaque côté. Et l'impact en fait pour l'énergie était assez faible parce que les perrets sont quand même assez bien foutus. Tout le reste en fait c'était mitoyen et du coup isolé par les voisins. Donc ça c'était plutôt cool. Chauffage au gaz individuel. Et en effet, alors la renta par contre elle a vraiment rien à voir avec le petit appartement. Là en rentabilité je suis plutôt sur du 3 à 5% grand maximum. Mais comme on disait en début en fait les profits, les prix au mètre carré sont pas proportionnels en fait quand tu as un loyer. Donc les petites surfaces vont être forcément plus intéressantes que les grosses surfaces. Donc là, pour le moment, j'arrive à être à l'équilibre sans forcément mettre d'argent de ma poche. Ouais, après ce qui est intéressant, c'est que ça corrobore ce qu'on a dit sur l'attractivité locative, c'est-à-dire que même là sur une grande surface, tu as trouvé preneur très très rapidement. Ouais. Le dynamisme de la ville là-dessus, il est là. Après voilà, ça c'est sûr qu'on revient au même. Nous, le constat qu'on fait en tout cas, c'est que la proportionnalité entre tu as plus de mètres carrés et la proportionnalité du loyer, tu vas pouvoir louer plus, n'est pas du tout justement bonne, n'est pas proportionnelle. En fait, aujourd'hui, ça sert à rien de payer trop de mètres carrés supplémentaires puisque tu n'arriveras pas à les rattraper sur ton prix du loyer. Et donc, forcément, tu perdras en rentabilité derrière. Ouais, et ce que je veux ajouter aussi, c'est que moi, j'ai de la rentabilité parce que j'ai acheté mon logement il y a 10 ans. Enfin, il y a une quinzaine d'années en plus. Aujourd'hui, depuis le Covid, les prix ont quand même explosé. Mais là, on voit énormément quand même de Parisiens qui viennent investir en région havraise. Si vous achetez un bien aujourd'hui,
même si vous le louez à, je sais pas, 1000, 1300, 1400 euros par mois, si vous arrivez à trouver quelqu'un pour un 85, 90 mètres carrés, vous aurez pas forcément une bonne rentabilité, puisque moi, à l'époque, j'ai dit, j'avais acheté vers les 170, 175 hors frais. Si vous le reprenez aujourd'hui, le bien, il est quasiment à 300 000 euros, en fait, avec l'inflation. Ouais, là, la rentabilité, elle a explosé, vous aurez jamais une En rentabilité. sachant qu'avec des taux, même s'ils ont baissé à 3,3 bon, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et de toute façon, en calculant régulièrement les biens, je te rejoins sur le fait que, à part si tu as un gros apport et si tu es investisseur pur et dur, tu veux mettre le moins de cash possible et donc tu mets les 10% que la banque te demande, les frais de notaire à la rigueur, et donc tout le reste c'est à crédit. Il est très compliqué effectivement d'arriver sur une balance zéro et d'être rentable sur un bien de cette surface-là. Ça, je te rejoins totalement. Ouais. Ça marche, intéressant. Après, pour les puristes qui veulent investir en immobilier, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais une série qui s'appelait Modern Family. Et si vous voulez aller voir, c'est plutôt une série humoristique américaine, une sitcom. Et en fait, dedans, il y avait un agent immobilier, Phil Dunphy. Et son mot d'ordre, c'était l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ouais. Donc en fait, vous pouvez avoir n'importe quel bien que vous voulez. S'il est mal situé, en fait, ça servira à rien, vous pourrez pas en faire ce que vous voulez. Ah, c'est une devise qu'on entend très 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 régulièrement dans l'immobilier. Après, le débat, il est aussi, alors je te rejoins, moi je suis très emplacement, quitte à prendre moins de renta. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'hésitent pas à sortir des agglos et des métropoles, Bolbec, voilà, des villes un peu moins connues, mais où généralement la rentabilité est beaucoup plus forte. Et voilà, ils ont cette stratégie aussi de moins d'emplacement, moins de patrimonial, mais plus de cash flow et donc possibilité peut-être d'enchaîner plus de projets. Les prix sont beaucoup moins chers par rapport. Ça, après, c'est un débat. Je sais que moi, je suis plus frileux là-dessus aussi pour le moment. Ça roule. Écoute, très bon point, le prix au mètre carré, etc. Ça, c'est intéressant. Moi, en argument, j'avais regardé un peu la population. En fait, Le Havre, en termes de population, ça reste une ville assez petite. Hein. Il y a peu d'habitants au mètre carré quand même par rapport à avant. T'as quoi comme chiffre et t'as quoi comme superficie? Alors moi, j'ai 47 km. Non, je pense que 47 km. 47 km², pardon, je te dis des bêtises, 40. Et pour moi, 21 000. 21 km², pardon, je veux dire. C'est pas 470 km²? Non, j'avais 47 km², ouais, 21 km². Non, c'est ça, ouais, 47. Fait que Rouen est une ville qui est quasiment 2 fois plus petite en superficie. Ouais. Néanmoins, il y a beaucoup plus d'habitants, puisqu'au mètre carré, on est 5440 en données 2025, contre vous, 3536. Et au total d'habitants dans la ville, t'as combien? J'ai pas le total dans mes notes, mais logiquement, tu dois être inférieur à moi pour que j'ai une densité plus élevée. Ouais, en fait, alors moi j'ai regardé différemment. J'ai pas regardé les chiffres de Rouen, mais ce que j'ai regardé, c'est alors il y a la ville du Havre qui est extra-centre, qui est ville. Et par contre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville du Havre, comme la ville de Rouen, tu as toutes les communes adjacentes. Et en fait, le Havre, depuis quelques années, Elle est sous forme de métropole d'ailleurs. On appelle ça comment, métropole havraise? Ouais, Parce que nous, c'est la métropole de Rouen. C'est la métropole séno-havraise. Ouais. Exactement. Et si tu prends la métropole, alors là, tu tombes à quasiment 300 000 habitants pour 495 km². Et donc là, en fait, le fait que toutes les communes se soient assemblées en une et cotisent ensemble pour pouvoir s'améliorer. Alors, elles ont toutes chacun un maire, mais par contre, en fait, ça t'explose la quantité d'habitants et la superficie. Mais toi, tu disais que l'emplacement, donc il valait mieux qu'on compare le Havre-Centre avec Rouen-Centre. Ouais, c'est ça. Donc, si tu prends l'extra-centre, le Havre, c'est 166 000 habitants pour 47 km². Donc, on est bien plus dense. Ouais, exactement. On gagne ce point. Mais je crois que quand on prend la métropole, ça s'équilibre ou ça s'inverse entre les deux. Ça marche. Mais écoute, moi je trouve ce point de densité, il est important. Pourquoi on parle de densité? Qui dit densité dit normalement, si tu as plus de personnes au mètre carré, tu vas avoir du coup plus de locataires potentiels, tu vas avoir des rotations plus rapides, un taux d'occupation plus élevé. Ce qui est rigolo puisque tu es beaucoup moins dense, 2 fois moins dense quasiment. Mais normalement, tu n'as aucun souci, toi, en tout cas sur tes logements derrière. Ça s'explique par un fait qui est différent. Quand on voit l'écart entre la ville de Rouen et la ville du Havre, c'est que le Havre, tous les immeubles, c'est des 4 étages maximum quasiment. Alors il y a quelques tours, il y a 2-3 tours en centre-ville, mais tout le reste, c'est que des 4 étages en fait. Donc en fait, c'est une ville qui est super respirable, où il y a beaucoup d'air et qui est très étalée. Et c'est pour ça qu'en fait, en superficie, on a au ratio mètre carré par habitant, on est inférieur, parce que la ville est très étalée. Mais en réalité, c'est qu'il y a un énorme besoin locataire. Et on le voit au-delà de ça, la problématique française, on manque de logements partout.
Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire que la densité, elle est importante. Forcément, plus tu as quelque chose de dense, plus tu as de possibilités de demande. Mais il faut aussi comparer avec l'offre en face. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas regardé ces données-là, mais est-ce que Rouen a pas une offre bien garnie finalement qui viendrait peut-être alléger ce combat de Mais offre-demande? c'est ça. Et peut-être qu'à l'inverse, le Havre a une densité plus faible, néanmoins moins d'offres aussi, et donc ça vient égaliser sur l'attractivité. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Après, ce qui était aussi, je trouve intéressant à comparer, j'ai plus toutes les notes, et c'est du coup dans cette population, il est important aussi que ça soit une population dynamique, de rotation, etc., pour que tu aies un beau taux d'occupation. Et donc, est-ce que tu penses que la ville du Havre, elle est attractive au niveau justement jeunes, école, etc.? Ouais, alors elle se développe. Il y a l'école de la marine, par exemple, vous n'en avez pas à Rouen. Nous, on a une au Havre. École américaine à Rouen, ouais, ça sera. Ça serait compliqué, ce sera un peu plus chaud. Non, en fait, faut pas se leurrer. La ville du Havre, son moteur d'activité principal, c'est l'industrie portuaire. Le Havre, c'est le plus grand port de France, j'insiste, en transport de containers par rapport à Marseille. Même si plus ça va, plus le tourisme se développe parce que ils sont en train de transformer tous les grands quais pour pouvoir accueillir les paquebots qui arrivent avec tous les touristes. Donc on commence à avoir beaucoup de touristes dans l'extra-centre-ville qui viennent visiter et qui font beaucoup de photos et ça profite beaucoup à l'extra-centre. Mais en effet, en termes d'industrie, le Havre a quand même quasiment 9% de taux de chômage, quand Troyes en a 8, et la moyenne de la Normandie, elle est de 7. Donc les deux villes sont quand même au-dessus de la moyenne, même si le Havre a un taux de chômage un peu plus important. Il y a eu beaucoup de fermetures récentes d'entreprises, de multinationales, mais en parallèle, il y a quand même eu des grandes entreprises qui y sont arrivées, et le fait d'avoir tout le port autonome, qui est maintenant le Grand Paris, Rouen, Le Havre, Paris, en termes de port autonome, bah, en fait, il y a énormément aussi d'entreprises qui s'installent sur les terrains du port et tout. Notamment, il y a une énorme usine de construction d'éoliennes, par exemple, qui ça fait maintenant peut-être 5 ans qu'elle a été créée. Alors, c'est pas forcément de la main-d'œuvre ultra formée qui nécessite des diplômes d'ingénieur ou des doctorats, mais il y a un bassin d'emploi de main-d'œuvre moyennement qualifiée qui est assez important et des grands turnovers. Donc, non, puis après, il y a toute l'industrie chimique qu'on a avec les raffineries. Puis vous avez aussi sur Rouen l'industrie pharmaceutique et industrielle, hein, avec les papeteries, tout ça. Je dis pas qu'il y en a plus sur le Havre. Non, en termes d'activité, moi qui ai grandi là-bas, enfin grandi, c'est un bien grand mot, hein, j'ai grandi en province du Havre, donc la province de la province. Et j'ai jamais été au chômage de ma vie, malgré les différentes épreuves qu'on peut traverser dans une carrière professionnelle. J'ai fait mes études sur Rouen parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école d'ingénieur sur le Havre qui était... ou alors, il y en avait qu'une ou deux, mais c'était vraiment très limité et c'était pas ce que je recherchais. Et en fait, là, depuis, en effet, les 5 dernières années, on a un INSA, il y a énormément d'écoles d'ingénieurs et d'écoles supérieures qui sont venues. Il y a beaucoup de partenariats avec des universités chinoises aussi. Et donc, le campus universitaire doit être au moins à la moitié plus petit que celui du Havre, mais il se développe énormément, et notamment avec toutes les nouvelles écoles supérieures qui sont arrivées là dans les 5 dernières années. Ouais, là, effectivement, je rebondis. Il y a 2 points intéressants. Alors, j'étais assez étonné. Il y a quand même beaucoup moins d'étudiants sur Le Havre que sur Rouen, ce que j'aurais pas forcément dit, puisque les derniers chiffres que j'ai, il y a 30 400 étudiants sur Rouen contre seulement 8 000 au Havre. Mais aussi gros. Ouais. J'aurais dit la moitié. Ouais, un gros écart, parce qu'en fait, notamment sur les IUFR, vous avez 2 fois moins d'établissements. Par contre, en fait, quand on compare les grosses œuvres, nous, en fait, on a deux grosses écoles, donc l'INSA, qui est une école d'ingénieurs, plus Neoma Business School, qui est à Mont-Saint-Aignan. Mais vous avez quand même une grosse école de commerce qui est, je crois, l'EM Normandie. Ouais. Et qui est, je sais, c'est pas les classements, mais d'instinct comme ça, je me demande si elle est pas très bien classée dans les statuts bonnes écoles. Et vous avez une deuxième aussi. Depuis 1871, l'EM Normandie. Ouais, c'est ça. Et vous avez aussi une deuxième école d'ingénieurs, je crois, une grosse école d'ingénieurs. On a l'INSA, qui en fait, c'est un partenariat. Le Havre, c'est la même école. Ils ont ouvert, il y a l'INSA, il y a l'ISEL, il y a, en effet, il y a le MEN, l'école de management de Normandie. Il y a l'école supérieure nationale de la marine, et il y a Sciences Po aussi maintenant. Ouais, Sciences Po, alors d'ailleurs, ils font des prépas ou je sais plus quoi. Et il y a pareil une école mixée Le Havre-Rouen, qui est l'école supérieure d'art et de design. Finalement, agréablement surpris parce qu'une grosse offre sur Le Havre, pas peut-être quantitativement, mais qui est pas le reflet de Rouen, mais voilà, qui se rapproche de plus en plus. Donc il y a quand même du niveau là-bas.
dans tous les niveaux d'études et les secteurs. Après, effectivement, deuxième point sur lequel on peut rebondir, tu disais par rapport à l'activité économique. Globalement, on s'aperçoit quand même que Rouen se tourne plutôt vers un secteur d'activité tertiaire, on va dire. Là, ouais, plutôt sur une activité commerce international et ingénierie aussi, beaucoup. Comme tu dis, secteur pétrolier, tout ça. Et ça se voit du coup aussi dans les offres de cursus écoles universitaires qu'ils proposent, parce que c'est beaucoup de grandes écoles qui sont en lien avec ça. Ouais, juste, j'ai repris mes notes. En effet, il y a une 30 000 environ étudiants sur Rouen. Par contre, sur le Havre, c'est 15 000 étudiants et il y en a 7 000 à l'université. Tu vois, moi j'avais 8 000, donc... Et c'est en les saisons 2024-2025. Ok, bon, ça reste quand même 2 fois hier, mais voilà, en tout cas, agréablement surpris, parce qu'il y a quand même pas mal d'offres et pas mal de choses. Ça roule. Est-ce que toi, tu voulais ajouter des points sur l'attractivité de ta ville et qu'est-ce qui fait Bah ouais. qu'on va plus investir au Havre? Investir pour investir. En fait, l'avantage de la ville du Havre, c'est qu'on a la mer. Vous ne l'avez pas, en Je fait. attendais ce argument, donc c'est pour ça que je t'ai Alors, relancé. d'accord, on a les galets, l'eau est un peu froide, mais on a la mer. D'accord. Et ça, en termes de qualité de vie, c'est énorme. Simplement, un simple fait, c'est que, alors peut-être que la ville du Havre est un peu plus ventée que la ville de Rouen, mais c'est normal, on a des vents de sud-ouest qui viennent de la mer. Majorité des vents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les vents qu'on a, c'est des vents qui viennent de la mer à plus de la moitié de l'année. Donc c'est de l'air pas pollué. Non, je suis d'accord, on rigole souvent avec ce truc-là, mais c'est vrai que le bord de mer, généralement, t'es moins à l'abri du vent, mais normalement, ça te forge le corps contre les maladies. Et surtout, ce qu'on dit souvent, ça te permet d'avoir un ciel plus dégagé, du beau temps. Et on voit hein, les touristes notamment. Et moi, le premier, quand tu veux partir en vacances, tu choisis aussi des lieux de villégiature où potentiellement tu as la mer, où tu peux passer du bon temps. Et donc, le Havre en fait partie, avec en plus une promenade, même si c'est une plage galée qui est très sympa. Et puis aussi, il faut dire que tout ce qui va avoisiner le Havre, notamment Étretat, Antifer, la plage du Tilleul, etc., a beaucoup moins de routes. Moi, j'ai beaucoup, en ce moment, je suis en Airbnb, j'ai beaucoup de personnes qui vont faire une journée à Rouen et qui vont passer une journée à Étretat. C'est très, très sollicité. Et donc, ça n'étonne pas que le Havre, ça soit un argument de taille. Donc là, on pourrait dire que c'est un point fort pour le Havre quand même. Bah ouais, après, il y a un autre point qui est pas négligeable. Nous, sur le Havre, on a des places de stationnement. C'est-à-dire? Bah, tourne dans Rouen un samedi soir et trouve une place pour aller sur la place du Vieux. Ouais, c'est des places, ils sont payantes, sont gratuites. Le Havre, c'est gratuit tous les soirs après 17h. Ah, nous, c'est 19h. Non, 17h30, je crois. Donc nous, déjà, à 19h, on est un peu plus cher. Non, mais Rouen, vous avez pas de place sur les routes. Ça peut être compliqué. Après, on a parlé de parking souterrain. Ouais, c'est ça. Mais nous, c'est des places gratuites, tu vois. On n'est pas Paris non plus, on arrive encore à se garer, mais oui, peut-être que c'est un peu plus... Quand on revient à la densité, C'est ça. peut-être un peu plus galère parfois. Prenez les transports en commun. C'est ça, c'est clair. Sur Rouen, prenez le métro, les gars. Ou le vélo. Ouais. Ça roule. Et les embouteillages, la Sud 3, tout. Enfin, j'ai fait mes études sur Rouen. Rouen en circulation le matin et le soir aux heures de sortie d'école ou d'entrée d'école. C'est une catastrophe. Qui dit grande ville, effectivement, dit un peu plus de circulation. Le Havre, 5 minutes de bouchon, c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors, petit aparté, Rouen fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais on a eu quelques problèmes avec les ponts. De gros travaux d'aménagement sont en cours, ont commencé et se prolongent avec le pont Flaubert. Quand il n'y a pas d'accident dessus. Ils ont refait une sortie et tout, justement, dans le but de fluidifier tout ça. Ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, donc, on va faire confiance à la ville et puis aux élus de l'urbanisme pour continuer à nous faciliter la vie en termes de transport. Ouais, puis c'est des changements qui prennent quand même facilement 10 à 20 ans après, hein, le temps de... S'il y a besoin d'avoir des terrains, le temps de faire les travaux, les constructions, c'est des projets très long terme, hein, c'est pas du court terme. C'est des gros chantiers. Et d'ailleurs, alors pas forcément dans l'ordre que j'aurais souhaité, mais je rebondis, tu parles de projets. Moi, je peux citer, je sais qu'il y a 2-3 projets sur l'île de Rouen qu'on entend parler depuis longtemps, qui pourraient dynamiter même, je dirais, certains quartiers. Est-ce que toi, tu as des choses que tu vois sur le Havre qui sont en cours sur Internet? On voit beaucoup que le Havre est en train de rattraper, est une ville en forte croissance, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des quartiers qui sont en train d'être en pleine mutation? Bah alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Havre a mis depuis 5 à 10 ans maintenant un programme pour tous les étés qui s'appelle Un été au Havre. D'accord. Donc déjà, ça dynamise tout le front de mer. Il y a énormément d'associations de bénévolat avec des activités sur la plage toute la période des vacances scolaires l'été. Pour les tourismes et tout, c'est plutôt pas mal.
Ça, c'est un point qui est pas mal. Et après, avec toute la promenade de la plage, c'est plutôt vachement agréable. Faut savoir qu'à l'époque aussi, on avait le plus grand skatepark de France d'extérieur. Après, Marseille en a reconstruit un plus grand parce qu'il voulait avoir la plus grosse zone de skatepark. Mais quand il a été construit, c'était le plus grand. Et après, en projet moyen long terme, alors c'est pas le moment d'aller sur le Havre aujourd'hui ou dans les 2 mois qui viennent. D'accord. La raison, elle est simple, c'est parce qu'ils font un chauffage urbain connecté à toutes les usines. D'accord. Et comme on peut l'avoir un peu dans toutes les grandes villes, c'est à la mode pour limiter les émissions de CO2 par rapport aux réglementations européennes. Et du coup, en fait, ils passent des tuyaux dans toutes les rues pour pouvoir raccorder les immeubles à ce réseau de chauffage urbain. Il galère sur le Et- court terme, mais ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais, là, sur le court terme, pour circuler, je te parlais d'embouteillage. Là, quand faut déposer mes enfants à l'école le matin, en fait, on met Waze pour prendre le meilleur chemin, pour pas perdre facilement 10 minutes quoi, le matin. Donc voilà. Et donc ça, c'est une des évolutions majeures de la ville qui va permettre aussi de dépolluer la ville, surtout l'hiver, avec parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ont des cheminées ou des chauffages au gaz individuels, et donc ça va permettre d'éliminer toute une source de pollution. Et après, on a aussi le projet d'extension de la ligne de tram qui avait été inauguré pour les 500 ans de la ville du Havre. Là, il y a peut-être déjà 5-10 ans. Ils vont étendre avec 2 nouvelles lignes de tram pour aller jusqu'à l'hôpital qui est situé à Montier, dans la commune juste à côté. Et qui va desservir tout plein d'autres quartiers, notamment avec les docks 76 et tous les docks qu'ils ont réaménagés en termes de commerce, que j'avais dit cartonne. Cette zone-là, par contre, en termes de commerce, les docks, ça cartonne à mort. Bah, c'est pour ça on entend énormément parler des docks. Alors d'ailleurs, moi, ça m'intéresse que tu me donnes un peu ton avis là-dessus, parce que nous, j'ai l'impression que docks, puisqu'on a des docks aussi, docks 76 à Rouen, t'es censé être un peu le deuxième hypercentre, mais qui, j'ai l'impression, floppe beaucoup à Rouen. Toi, tu me dis que ça cartonne au Havre. Tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur ce quartier? Ouais, mais en fait c'est pas vraiment un quartier, c'est plus une zone commerciale qui est en plein centre-ville sur les quais. En fait, c'était des anciens hangars dans le transit, c'est sur le domaine du port autonome. Et en fait, historiquement, ils avaient brûlé, ils savaient pas trop quoi en faire. Et un jour, ils ont reconverti ces grands bâtiments, ces grands hangars en centre commercial. Donc, alors pourquoi ça cartonne beaucoup? C'est parce que si vous prenez Le Havre, vous tracez un cercle de peut-être 50 km tout autour. On tracera un cercle de 21, sinon après on est à Paris. Toi, ouais. Ça fait peut-être une des différences aussi, hein. Non, on a dit 47 km². Ouais. Le cercle, il est bon. C'est ça. Donc, on fait à peu près 50 km autour. En vrai, en fait, donc on a toute une partie qui est perdue parce qu'on est en front de mer, mais toute l'autre partie, ça rayonne. Et eux, c'est des communes qui sont dans les campagnes, même si on peut aller jusqu'à Fécamp. Mais en vrai, ils sont assez limités en termes d'offres sur le commerce. Et on a des grandes enseignes. Alors maintenant, tout le monde connaît, mais on a des Bershka, on a du Primark qui était. Alors c'était le 2e magasin de France, je crois, qui a été ouvert. Le Primark. Alors c'est du low cost anglais en fait. Hein. C'est pas de la bonne qualité toujours, mais ça attire énormément de monde parce que c'est pas cher. Et voilà. Dans ce centre commercial-là, il y avait Adidas, mais elle a fermé. Il y a, je crois, il reste un Foot Locker. Il y a le grand cinéma Pathé. Il y a énormément ça tourne. Et un peu plus loin, tu as des logements. Enfin, tu as des répercussions par rapport à ça. Il y a ils ont fait beaucoup de logements étudiants à côté. Ouais. Puis c'est juste à côté en fait, ça arrive maintenant quasiment au milieu de tout le complexe universitaire aussi. Donc il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de dynamisme. Et en fait, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien la journée, le midi et le week-end. Et du coup, moi, c'est pareil. Alors, j'ai en tête, à l'époque, tu avais des quartiers qui étaient un peu craignos, quartier de l'Eure, Marouche, qui étaient un peu des quartiers un peu plus difficiles. Il y a pas mal de quartiers, notamment sur les quartiers de Montivilliers, où ça a vachement évolué. Ils ont fait plein de zones pavillonnaires et tout. Est-ce que toi, la question, elle va faire plus large, c'est demain, si tu dois réinvestir, est-ce que tu penses qu'il y a des petits quartiers comme ça qui vont continuer à prendre ou qui ont bien changé et qui valent le coup maintenant? Ou est-ce que tu resterais plutôt le Havre centre pur et dur Non, s'il y a des opportunités, en fait, il faut regarder parce que tous ces quartiers-là qui ont déjà changé, en fait, ils sont déjà chers. Donc, ça impacte déjà la rentabilité, malheureusement. C'est bête à dire, mais quand on arrive parce qu'en fait, c'était les grands plans d'urbanisme des années 2000 du gouvernement. C'est péter toutes les cités pour, à la place, faire des petits logements, des petites maisons peu énergivores et qui permettent de reloger des gens. Et tous ces plans-là sont encore en cours et de toute façon, on manque de logements, donc ça va continuer. Mais si on arrive sur des plans où ils ont déjà pété dans les quartiers et tout,
Je le vois notamment avec Cocrioville. Hein. Cocrioville, vous achetez là-bas, c'est l'un des quartiers les plus chers en taxes foncières. Donc ça impacte les rentabilités. Et en fait, c'est pas fort. Alors, il y a beaucoup de gens qui y vivent, mais moi, pour investir, c'est pas là que j'investirais. Là où on veut investir, dans ma vision, c'est, comme je disais, c'est l'emplacement. On veut investir où les gens, ils ont pas besoin de bouger avec leur voiture. Ils peuvent tout faire à pied dans un rayon de 5 minutes à pied. Il y a une école à côté, un centre commercial ou un Carrefour Market ou un Super U ou un truc comme ça. Que voilà, à pied, on puisse tout faire. Une boulangerie, une école, une crèche potentiellement. Et voilà, en fait, c'est plus les critères que moi je vais regarder pour investir. Et aujourd'hui, ouais, il y a d'autres communes plus à l'extérieur du Havre, comme des communes comme Crypto-Lesneval, où c'est un peu cher, mais ça reste quand même intéressant par rapport au prix de l'extra-centre. Même les loyers vont être à peu près équivalents, parfois même en centre-ville, mais ça va être des maisons complètes avec des jardins, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être plus sur des solutions comme ça que je m'orienterai. Mais après, c'est comme tout, ça va dépendre des moyens. Oui, il y a moments, critères qui ouais. Exactement. Ok, bah moi, pour faire écho à cette question, moi, c'est des choses que je me pose énormément concernant Rouen, parce qu'il y a vraiment des quartiers qui connaissent des mutations importantes. Le quartier vers les Docks 76, donc, qui est un peu le quartier finalement Éco-Flaubert, Luciline, souvent qui est sur la rive droite ou la rive gauche. Donc, sur la rive droite, effectivement, ils ont fait un flop avec les Docks 76 et le Kind Arena, donc ils essayent tant bien que mal de dynamiser. Pourtant, tu as un super accès de Mont-Saint-Aignan en Théor, tout près de la fac, etc. Et gros effort qui, pour le coup, là, est réussi sur l'aménagement des quais, que ce soit rive droite ou rive gauche, ça commence à bien prendre et c'est vraiment très sympa à vivre. Juste pour définir, le Théor, c'est les transports en commun de la ville de Rouen, pour ceux-ci. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, moi, je suis interrogeant sur ce quartier-là. Côté rive droite, effectivement, tu l'as dit, là où il y a tous les concessionnaires encore auto, rue de Constantine, etc., pour ceux qui connaissent un peu plus précisément Rouen, bah, c'est pas ouf, mais c'est en plein développement. Il y a la fac pas très loin, donc on se dit peut-être dans les 10 ans à venir, il y a un fort potentiel. Et encore pire de l'autre côté, puisque là aujourd'hui, on a des quartiers éco-Flaubert qui s'installent. On voit qu'il y a des réseaux qui se développent. Ils ont installé des voies de bus. Les restaurants commencent à s'implanter. Bon, il y a rive gauche maintenant, il y a le Rouf, des très beaux endroits. Et donc, ces quartiers-là, avec du logement, plus de la zone commerciale, plus des bureaux, va avoir un gros impact. Et rive gauche, qui a souvent été vu comme on va dire les quartiers populaires, etc., a quand même de bons arguments. Il y a des villes comme le Grand Quevilly, en proximité de Rouen, qui sont très très recherchées et où les biens sont beaucoup plus rares, je trouve. Donc voilà, il y a des questions à se poser finalement à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il y aura quelques endroits comme ça. Et pareil, on en parle toujours quand on est rouennais en tram. Ça fait 15 ans qu'on parle de la nouvelle gare, en fait, rive gauche, ligne directement reliée à Paris en grande vitesse. Et donc ça, c'est jamais sorti de terre. Mais si un jour ça sort, c'est vrai que l'impact sur le quartier rive gauche sera hyper important. Sur rive gauche, je vais casser un peu un de tes espoirs. La ligne à la base, c'est Le Havre-Paris en grande vitesse et Rouen veut se greffer au projet. Et en fait, ça n'arrivera jamais. La raison, elle est simple, c'est que mettre un TGV pour qu'il monte à pleine vitesse entre Le Havre et Rouen pour qu'il freine, il n'y a aucun intérêt et ça ne se fera jamais pour gagner 10 minutes. Et après, pareil pour Rouen, le temps de remonter en vitesse pour arriver à Paris, en fait, il n'a pas le temps d'accélérer, il faut qu'il refreine pour pouvoir rentrer en gare. Donc c'est ça, en fait, la contrainte qui fait que la ligne TGV se fait pas et se fera pas parce que la distance entre les villes est trop proche. Et ça ferait trop cher la minute économisée, en fait. Si tu prends le prix du projet, reconstruire des lignes à haute vitesse, par rapport à 10 ou 15 minutes de gagné quand tu pars du Havre pour arriver au final à Paris, en fait, ça fait des millions d'euros la minute. C'est pas intéressant du tout. Mais toi, tu vois ça comme ça, mais est-ce qu'ils en feraient pas une que sans dire Rouen, sans passer par Rouen? Parce qu'aujourd'hui, tu t'arrêtes à Rouen pour aller à Le Havre. Possible. Est-ce qu'ils en feraient pas une que Rouen-Paris ou qu'une même Le Havre-Paris, sans dire je m'arrête à Rouen? Tu veux gagner combien de temps? T'as combien de temps Le Havre-Paris en train? Le Havre-Paris, tu dois avoir 1 heure à tout caser. Ouais. Et tu veux gagner combien de temps sur 1 heure? Après, je suis pas spécialiste du TGV, mais... Non, mais tu vois, c'est ça qu'il faut se poser. Ne serait-ce que 10 ou 15 minutes, s'ils arrivent à le faire, ça je pense, le coup. Pour 15 minutes? 15 minutes quand tu fais tous les jours, etc. Enfin, je pense que c'est important dans le dynamisme commercial, etc. Il y a des gens, je pense que c'est le cas pour là, parce que moi, c'est le cas à Rouen. Tu as des gens qui vivent à Rouen pour aller travailler à Paris tous les jours. Parce que quand tu mets bout à bout, finalement, le temps passé sur le périph' ou le temps passé dans les RER à devoir prendre 2 ou 3 heures différents, t'es mieux à prendre ton train et puis
Moi, pour mon métier, j'ai des bureaux qui sont près de la Défense. Mmh. J'ai 2h10 de route quand j'y vais. En fait, c'est archi facile d'accès. Alors, j'y vais pas tous les jours non plus. Mmh. Ça va. Dès que j'ai besoin, je prends la voiture, je le fais avec l'autoroute, ça marche bien. C'est 2h, 2h10. Pour Le Havre, la Défense, en vrai, ça se fait facilement. Et je suis pas certain que aujourd'hui, dans la maturité des gens, s'ils ont le choix avec une offre train normal par rive droite, pour c'est combien? C'est peut-être 45 € le billet maintenant. Ouais, peut-être. Versus un billet de TGV à 70 € pour pouvoir gagner 10 minutes. Je pense que psychologiquement, ça sera pas mature non plus, ça passera pas. Il y a tous ces aspects-là, je pense, qui font que ça. Si vous avez plus d'infos que nous, vous travaillez à SNCF ou vous êtes dans les petits Ou dans les comités de décision, on est intéressé pour voir. n'hésitez pas à nous donner les infos. Moi, je veux y croire. Mais effectivement, est-ce que ça intéresse? Je ne sais pas. Bah, si tu veux, cette rumeur-là, avant le Covid, elle avait déjà fait ravage sur le Havre, notamment quand c'était Édouard Philippe qui avait été élu Premier ministre. Parce que c'est le maire de la ville. En fait. Tout le monde pensait qu'ils allaient construire une ligne haute vitesse, qu'il allait faire bouger les choses, etc. Et du coup, il y a énormément de Parisiens qui ont racheté des choses près de la gare. Il y a énormément d'hôtels qui sont construits près de la gare aussi et tout. Et au final, il s'est rien passé. Et les arguments que j'ai donnés juste avant en termes de coût par kilomètre ou de coût par minute étaient l'une des raisons de justification de pourquoi ça n'avait pas bougé. Ok. Moi, il me reste, je sais pas si toi t'as d'autres choses. J'avais 2 arguments importants. Un qui me tient à cœur parce que tu sais que moi j'adore tout ce qui est culture. C'est l'attractivité, on va dire, touristique, notamment au niveau des musées. Déjà, il faut savoir que Rouen, on est bien garni puisque, comme disait Victor Hugo, la ville au 100 clochers. Il y a énormément de très belles églises, cathédrales de Rouen, etc. Et j'étais étonné puisqu'en termes de musées, finalement, Le Havre, en termes de nombre en tout cas, Il y en a beaucoup. pas mal de choses à faire valoir. Alors, si les chiffres sont bons, encore une fois, mais il y aurait 8 musées principaux sur Le Havre, dont 5 labellisés musées de France. Et grosso modo 11 sur Rouen, sachant que sur Rouen, c'est pas que Rouen Centre, c'est avec un peu de périphérie aussi, donc on triche un peu. Donc, finalement, très équivalent en termes de nombre. Bah non, parce que Le Havre, c'est en pur centre, les musées. Oui. C'est pas l'extérieur. Après, je sais pas ce qu'il y a en extérieur. Toujours est-il que c'est très cool. Et donc, si je devais en parler, notamment pour celui du Havre, moi, il y en a un que j'adore aller voir. Je sais plus. Voilà, c'est le MoMA, tu dis? C'est le musée André Malraux. Le musée Malraux. MUMA. MUMA, le MEMA. Qui est un musée d'art, le musée des Beaux-Arts, grosso modo, du Havre, sur lequel tu trouves quand même pas mal de peintures permanentes d'impressionnistes, notamment Eugène Boudin qui est représenté là-bas. Je crois qu'il y a quelques monnaies aussi. Et souvent des collections aussi, des expositions temporaires qui sont très très sympas. J'aime bien aussi le musée des Beaux-Arts de Rouen, mais pour le coup, j'ai plus de plaisir et je trouve que le musée d'art du Havre est plus dynamique que celui de Rouen. Je l'ai à souligner, ça c'est un gros point. Ouais, en fait, on a plusieurs musées. Donc le principal qui défie toute concurrence, en effet, c'est le MUMA. Alors c'est pas un grand musée, mais en effet, en termes de diversité et de qualité et quantité d'œuvres d'art, franchement, c'est top. Il y a souvent des expositions, donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose que je recommande beaucoup d'aller voir. En plus, il est en front de mer, c'est sympa. Après, on a un musée Hôtel du Bocage de Bléville. C'est en plein centre-ville du Havre aussi. Donc là, c'est plutôt un musée particulier autour de l'histoire de la ville du Havre et de son port. Ça, c'est près de l'une des écoles de mes filles, d'ailleurs. Après, on a l'abbaye de Graville, historiquement. Donc ça, c'est une abbaye, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On a alors le musée, ils considèrent ça dans les attractions touristiques, c'est la visite en bateau du port autonome. Ouais, on a la même chose de tout intéressant sur les quais, effectivement, visite un peu industrielle où tu vois en fait les quais d'industrie de Rouen, c'est plutôt sympa. J'ai pas encore fait, mais ouais, je vais rien le faire. Moi, j'ai déjà fait une fois quand j'étais petit. Après, je l'ai pas refait. Mais c'est intéressant. Il parle aussi, il y a des conférences dédiées sur un petit peu qu'est-ce que c'est que le port, qu'est-ce qu'ils en font, le bassin industriel portuaire et tout. Et on a le dernier qui est... alors, c'est très intéressant, mais c'est assez vite fait. C'est un appartement témoin de la reconstruction après-guerre des appartements Perret. Tous les appartements Perret étaient construits un peu sur le même principe. Et ils en ont gardé un ou reconstitué un trop bien. avec tout ce qui était à l'époque d'après-guerre en termes d'équipement et de disposition dans les pièces et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que tu m'en parles. Ça, j'avais jamais fait. J'aimerais bien. C'est intéressant à regarder. Ouais, c'est plutôt intéressant. Ouais. À faire.
Ça roule, effectivement. Bon, nous, on a aussi pas mal de visites. L'office de tourisme, c'est la tête vivante. Comme tu disais, la visite sur les quais. Il y a une vigne à Rouen qui est pas très connue, mais que je vais faire en 3 semaines. On a une à Sainte-Adresse aussi. Hein. La maison sublime, qui est finalement, alors c'est pas trop ce qui est sûr, c'est que c'est des fondations juives. Hein. Alors, je vais pas te dire le bêtise, je suis pas historien, mais je crois que c'était du XIIe siècle. Donc, une des plus vieilles cités, en tout cas trouvailles d'époque, qu'on a retrouvé en Europe. Donc, il y a tout ce qui est autour forcément de Jeanne d'Arc, hein. Le donjon, la place Jeanne d'Arc, enfin la place Jeanne d'Arc, la place Cauchoise où elle avait été brûlée, même si maintenant c'est la place du Vieux Marché où finalement on en parle le plus, ou du Gros Horloge, les différentes cathédrales. Les jardins de quel impressionniste vous avez aussi sur Rouen? C'est pas mal ça, j'avais fait ça une fois. Les jardins, tu parles des jardins de Giverny? Ouais, ça doit être ça. C'est un peu plus loin, ouais, c'est Pas dans le centre? Ah non, ça n'a rien à voir avec Rouen, ceux-là, voilà, on parle pas des mêmes. Giverny, il faut reprendre la voiture, tu sais, c'est plus Ouessel, non? c'est plus loin, ça c'est alors, les jardins Giverny, pour ceux qui connaissent, c'est effectivement les jardins notamment où il y a eu les tableaux de Van Gogh, etc., qui sont Ouais, c'est connus. c'est ça. Et après, jardin de Rouen, moi je connais le jardin des plantes Oui, c'est ça que je parlais. qui est rive gauche, Ouais. Et ça, c'était un qui est nationaliste magnifique. aussi, non? Il appartenait historiquement, il me semble. Je sais pas, je connais pas l'histoire, donc je veux pas te dire de bêtises au micro, mais oui, il y a ce lieu qui est très sympa. On a aussi dans les quartiers en hauteur, je crois que c'est au Mont-Gargan, un cimetière monumental qui est assez connu, puisque notamment tu as Flaubert et Marcel Duchamp qui ont leur sépulture là-bas. Donc oui, il y a énormément de choses à faire. 3-4 jours ne suffisent pas. Et en tout cas, si tu viens en week-end pour faire plus tard 3-4 jours, tu as largement de quoi faire si tu aimes tout ce qui est visite et culture. Et un dernier point qui me tenait à cœur, toujours en lien avec la culture, c'est que moi j'aime énormément lire. Hein. D'ailleurs, dans mon podcast, je fais pas mal de revues de lecture sur les bouquins. Et il faut dire une chose, et là je suis désolé, mais je vais donner un point d'office au Havre, malheureusement, c'est qu'à chaque fois que je vais au Havre, je fais un arrêt forcer mes plaisirs Dans une librairie. dans une librairie qu'il fallait souligner aujourd'hui, qui est La Galerne. Est-ce que tu sais le quartier ou l'adresse? Je sais plus trop exactement. Bah, c'est en plein centre-ville, en fait, hein. C'est sur c'est juste derrière les quais, à côté de l'hôtel de ville, entre l'hôtel de ville et le pot à yaourt, hein, le volcan plutôt. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Havre, allez à La Galerne. C'est une librairie qui est assez vaste, qui fait 2 étages et un sous-sol complet. Et surtout, moi qui vais dans beaucoup de librairies, beaucoup de magasins type NAC, Cultura, etc. pour les livres, ils ont un choix de livres assez précis, assez important. Sont de bons conseils. Ils mettent plein de petits mots sur les livres. On voit que c'est des gens qui vivent pour leur métier. Et voilà, à chaque fois que j'ai vu, je repars avec des bouquins. Elle est vraiment monstrueuse, cette librairie. Et il y a régulièrement des auteurs qui viennent faire leurs dédicaces de leurs livres, en fait. Et de tout horizon, hein. Un petit café. Des gens très connus comme des gens peu connus. Donc voilà, écoute, je sais pas si tu as des points encore. Je trouve qu'on a fait quand même un. Ouais, on a fait le tour. Parce que là, on s'est concentré sur le Havre. Après, si on reste sur le tourisme, il y avait aussi, du coup, à 20 minutes du Havre, la partie Étretat, Oui, voilà. qui est plus dans la métropole. Mais là, Étretat, pour le tourisme, il y a aussi énormément de choses à voir, notamment les falaises, tout ce qui est musée. On va te faire le Blanc, Arsène Lupin. C'est ça, la maison de Maupassant, le Clos Lupin, le Clos d'Arsène Lupin et les jardins des Français. Forcément Monet qui a inauguré, qui a fait aussi des belles œuvres là-dessus. En gros, on a fait effectivement un beau tour. On a dressé un bel éventail de tout ce qu'il y avait comme atout entre Le Havre et le Rouen. Pour résumer, vous l'avez compris, hein, c'était un match très sympa, plutôt en forme de bref de comptoir. Mais on est en Ligue 1. Voilà, mais il va pas lâcher. Mais ce qui est très sympa, c'est que on se rend compte que voilà, des fois on est animé par notre ville, on l'aime, mais il y a aussi des villes très importantes. Ce qui est hyper rassurant, c'est que là on parlait de 2 villes normandes. Donc si on voulait faire le match à des régions, en tout cas la Normandie en force, parce qu'on voit que 2 villes très attractives. Il y a Caen aussi en Basse-Normandie, enfin en Normandie aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, Caen, on pourrait peut-être parler d'Amiens. Toutes les plages du débarquement et tout aussi, ça c'est énorme. Un nombre de belles villes. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire d'autres matchs et de parler de leur ville, avec grand plaisir, je les accueille. Voilà, mais si on voulait faire un petit résumé, moi ce que je retiens de ça, c'est qu'effectivement, Rouen très attractive touristiquement parlant. Peut-être une ville un peu plus patrimoniale aujourd'hui, où le prix au mètre carré est un peu plus élevé, ce qui t'assure beaucoup de choses derrière, notamment ton taux d'occupation, t'as un peu de remplissage, etc. Mais à l'inverse, Le Havre peut-être un peu plus accessible au mètre carré. Pour autant, une ville qui se développe très fort. Donc
finalement pas tant de risques que ça sur le taux d'occupation, etc. Ouais, non. Mais qui te garantit aujourd'hui une rentabilité beaucoup plus élevée. Donc ville à regarder de près également. Voilà les deux avantages, inconvénients. Je dirais même pas inconvénients, peut-être risques liés à la marge, mais deux villes très sympas pour investir de toute manière. Surtout quand il fait beau. Et on sait qu'il fait plus souvent beau. Waouh. Ouais, parce qu'il y a la mer. Merci beaucoup Ben pour cet épisode très sympa. On essaie de se retrouver un sujet pour se refaire un truc à deux. Ouais, c'était avec plaisir. Et surtout, si vous avez suivi ce podcast jusqu'au bout, abonnez-vous, laissez un petit pouce. D'ailleurs, Jean, avant peut-être qu'on raccroche, je crois que toi, tu as une chaîne YouTube aussi. Peut-être tu voulais nous dire 2 mots là-dessus. Tu as peut-être des choses. Ouais, j'ai commencé ça pour le fun en fait. J'ai une chaîne YouTube de gaming que je commence, mais j'essaie pas de me contenter que sur le gaming. Elle s'appelle By Ben Gaming sur YouTube. J'essaie de mettre en place au moins tous les trimestres une vidéo. Alors je fais que des lives principalement, mais une vidéo où en fait je fais des dégustations ou voilà. J'ai plein d'idées de concepts pour la chaîne. Notamment des nouveaux concepts qui devraient arriver là dans les mois qui viennent. Je peux spoiler, de toute façon, j'ai pas encore commencé, on n'a pas tourné, mais je pense qu'entre le moment où tu vas poster le podcast et le moment où mes vidéos sortiront, il y en aura déjà. Où on va faire des petits challenges où on construit des Lego, où on part d'un Lego très facile pour les enfants, on donne notre avis, etc. en s'amusant, jusqu'à des Lego très compliqués dans plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction des retours sur la vidéo. Dégustation aussi, donc voilà, non, et puis pas mal de fun et de plaisir et d'amusement. Ok, donc Ben by Gaming sur YouTube. En fait, Ben, c'est By Ben. By Ben, pardon, sur YouTube. Ben, c'est le quasi quarantenaire qui a la mentalité de la vingtaine et qui a des super concepts fun, voilà, dans l'air du temps, qui s'amuse avec vous. Donc, ouais, si vous voulez faire un petit coup de franche rigolade, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Ciao. Ciao. Hey, listen! Déjà, si tu as cette rêve, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je, tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao ciao, à très vite!